Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, je teste la RX8 à l'éthanol d'un de mes abonnés. Donc aujourd'hui je suis avec Florent qui vient juste d'acheter cette RX8 la semaine dernière, si j'ai bien compris. C'est ça. C'est ça. Donc c'est exactement le même modèle, même finition, même tout que ce que j'avais il y a de ça un peu moins de 6 mois. La différence, c'est que celle-ci, elle a été rabaissée avec des combinés filetés et ça se sent instantanément. La suspension est beaucoup plus dure que dans mon souvenir. On est plus bas et aussi, forcément, ça a tendance à frotter sur tout ce qui est dodane. Sinon, globalement, c'est quasiment la même chose et vous vous souvenez sûrement que ça avait fait polémique à l'époque, mais mon moteur avait lâché et moi j'avais fait faire une reprogrammation éthanol et plein de, entre guillemets, débiles avaient dit que ça venait de l'éthanol, mon problème moteur, ce qui n'était pas du tout le cas, mais bon, c'est pas grave. Eh bien, sachez que cette voiture, elle est également reprogrammée éthanol. Il y a eu aussi, tu m'as dit, une modification au niveau des injecteurs. Alors les injecteurs ont été changés, reprogrammation, parce que comme avec l'éthanol, il faut plus de carburant, forcément il faut des injecteurs avec un plus gros débit. Ouais. Et donc du coup, on a changé tout ça. Et donc tu m'as dit que cette modification, c'est pas toi qui l'avais fait, c'est l'ancien propriétaire. C'est un propriétaire, mais qui l'a fait dans un garage, enfin il a fait ça. Il a bien fait, quoi. Voilà, ça n'a pas été fait n'importe comment, sur un coin de trottoir. Ouais, mais c'est normal. Oh là là, le pauvre soubassement. Mais donc, cette voiture, tu m'avais dit, donc ça fait plus d'1 an et demi qu'elle a été modifiée pour l'éthanol et elle tourne encore super bien. Tourne, parfaitement bien, mais mieux qu'à l'origine. Si vous ne connaissez pas du tout la RX8, c'était à l'époque la seule voiture vendue sur le marché avec un moteur rotatif. Donc le moteur rotatif, en fait, pour schématiser, c'est un triangle qui tourne dans un ovale. Et donc on a deux de ces triangles sur ce moteur, c'est donc un birotor. Le constructeur Mazda considère que c'est un moteur de 1,3 litre. Officiellement et au niveau fiscal, c'est un moteur de 2,6 litres. Et pour certains, jusqu'aux boutistes, c'est même un 3,9 litres. Mais bon, officiellement, donc pour Mazda, c'est un 1,3 litre. L'avantage de ce moteur, c'est que c'est un moteur donc avec extrêmement peu de pièces mobiles, ce qui fait que ça lui permet de prendre pas mal de tours. Après, je tiens à corriger tout de suite une façon de voir les choses qui n'est pas la réalité. C'est un moteur donc sur cette version 231 chevaux qui peut prendre jusqu'à 10 000 tours. Mais quand on parle de 10 000 tours, c'est pas 10 000 tours de rotor, c'est 10 000 tours de vilebrequin. Ou plutôt, comment ça s'appelle sur ce moteur, l'excentrique au milieu. Le moteur, lui, tourne 3 fois, le rotor tourne 3 fois moins vite. L'avantage, c'est que vu que sur chaque tour de rotor, il y a 3 explosions, donc ça développe une puissance de malade. Pour comparer avec un système un peu plus populaire, dites-vous que c'est un petit peu comme un 2 temps. Je dis bien un petit peu parce qu'en fait, c'est pas vraiment ça. Donc pour revenir sur les caractéristiques du moteur, donc je vous ai dit c'est un birotor. C'est un moteur qui développe sur cette version, donc c'est la version la plus performante, elle développe officiellement 231 chevaux. C'est un des très rares aussi coupés avec 4 places. Et c'est pas, comme certains pourraient le penser, une 2+2, c'est vraiment une 4 places. Pas 5, bien 4. Et d'ailleurs, cette voiture est reconnaissable à son système d'ouverture des portes arrière antagonistes, c'est-à-dire qui s'ouvre en sens inverse des portes avant. Allez, on est parti pour le 0 à 100. Donc le levier sur la première, bien sûr. On monte un peu dans les tours avec cette super sonorité du pot d'échappement en inox de chez Toyo Sport. Et c'est parti. Ça patine. Le petit bip. Et on arrive à 100 en deuxième. Donc vous l'aurez compris, on ne peut pas pousser à mort le véhicule tout simplement parce qu'il pleut. Mais les performances sont là. Donc c'est un moteur qui a exactement 67 000 km. Et tu m'as dit qu'il y a un relevé de compression qui a été fait qui indique que les compressions sont nickel. Tu m'as parlé de 7.4, 7.5. C'est ça. Il est plus qu'en
il est plus qu'en bonne santé là C'est clair. En bonne santé. C'est ce qui encore une fois prouve quand même que l'éthanol a rien. Il faut savoir que le test de compression dont je te parle, il a 3 mois. Petit test que je fais rarement, marche arrière. Donc on a une assez bonne visibilité, si ce n'est 2 espèces d'angles morts au niveau des arches arrière. En fait, quand vous reculez vraiment en ligne droite, vous voyez très bien ce qui se passe derrière. Là où c'est le problème, c'est quand vous essayez de voir ce qui se passe sur les côtés. Il y a des arches assez prononcées et en plus, il y a des airbags dedans. Donc forcément, on ne voit pas terrible. Bon, il nous reste encore une petite partie en ligne droite. On va essayer de retenter le 0 à 100. Donc le 0 à 100 tout à l'heure, je rappelle, je suis arrivé à 100. Normalement, on fonde 2 en fait. Hop, allez, on va essayer de pas patiner ce coup-ci. On démarre un peu plus cool et on accélère à fond. 9500 tours. Le petit bip qui fait plaisir. Et on arrive à 100 en deuxième à un peu plus de 9000 tours. Avec des décharges de mitraillettes derrière. C'est clair, l'échappement qui fait un bruit de malade. Donc la RX8, c'est vraiment un véhicule qui a aussi bien ses aficionados, ses inconditionnels de ce véhicule, tout comme des détracteurs virulents, on dira. Moi, c'est un véhicule que j'ai toujours adoré au niveau look. Le moteur, moi, j'essaie toujours d'être honnête. Il a ses avantages et ses inconvénients. Son avantage, c'est le machin, il monte à 10 000 tours. Il fait une sonorité de malade si vous mettez un pot qui va bien. Avec le pot d'origine, il a une sonorité qui est atypique, mais pas forcément super intéressante à haut régime. Et à bas régime, on l'entend clairement pas. Là, vous voyez, je repars. 5, 6 000, 7 000. Ça marche nickel. Mais c'est un moteur qui marche en fait et qui vous donne des sensations uniquement dans les tours. Si vous restez en dessous des 4000, la voiture elle fonctionne. D'ailleurs, je peux très bien le faire. Là, je suis à peu près 70. Je vais me mettre en 6e directement. Ce qui fait que je tombe à 2000 tours à 65 là. Et la voiture elle fonctionne. Elle roule normalement. Mais c'est juste que on n'a pas vraiment de plaisir. Là, on serait dans une Ford Fiesta ou dans une Clio, ça serait la même chose. Et si j'accélère un tout petit peu, il se passe clairement rien. On pourrait se dire, c'est un véhicule qui consomme beaucoup de par sa conception avec le moteur rotatif. On va rouler en sous-régime, ça va nous faire gagner en conso. Eh pas du tout. Si vous faites du sous-régime avec ce moteur, vous consommerez exactement pareil. C'est juste qu'en plus, vous allez vous traîner violemment. Donc, roulez un peu dans les tours et ça se passera beaucoup mieux. Après, cette voiture, vous le voyez, c'est une anglaise. Pourquoi ? Parce que comme d'habitude, les voitures anglaises sont 2 fois moins chères qu'en France. Et sur la RX8, c'est même encore plus flagrant, vu que parfois elles sont même 3 fois moins chères qu'un modèle équivalent français. Donc là, tu me l'as dit tout à l'heure, donc c'est un modèle de 2005, 231 chevaux, donc la finition la plus haute. Les seules options qui manquent sur cette voiture, c'est le toit ouvrant. On n'a pas l'option GPS de l'époque, mais de toute façon, ça ne servirait plus à rien à l'heure actuelle. C'est complètement obsolète maintenant. Et on n'a pas certaines options esthétiques qui étaient proposées à l'époque, c'est-à-dire les extensions de carrosserie et les rétro sport qui étaient au catalogue Mazda. Mais en même temps, ces options-là sont extrêmement rares. Sinon, au niveau carrosserie, ta voiture, elle est impeccable. Il doit y avoir que quoi, 1 ou 2 rayures et 2 micro-bosses. Ouais, 2 petites bosses. Elle est franchement en bien meilleur état esthétiquement, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur que la mienne que j'avais achetée à l'époque 3000 €. Et donc, tu m'as dit que tu l'avais acheté 6000 €. Ouais, c'est ça. Donc 6000 € pour une machine qui est vraiment en très bon état. C'est pas si cher que ça. Après, c'est clair que certains vont tout de suite dire ouais, on peut en trouver pour beaucoup moins cher en Grande-Bretagne. Ouais, c'est vrai. Mais là, elle était déjà immatriculée, elle était déjà programmée pour l'éthanol, elle est en parfait état au niveau, à tout niveau en fait. Donc, le prix est pour moi justifié. Après, t'as les durites aviation qui ont été mises dessus, il y a le récupérateur d'huile, il y a pas mal de boulot qui a été fait dessus. Moi aussi, on m'a dit que je pouvais en trouver des moins chers, mais quitte à en prendre une comme c'est un modèle quand même assez tatillon, on va dire. Ouais. Voilà,
J'ai préféré mettre le prix dans celle-là, et encore, Ouais, 6 000 €. Ouais, c'est raisonnable. C'est hyper raisonnable. C'est quand même bien moins cher qu'un équivalent avec une voiture avec le volant à gauche. Ouf, ouf, ouf. Là, tu vas caler si tu repasses pas la première. Donc là, on était en côte. D'ailleurs, on est toujours en côte. Et c'est une route avec quelques petites déformations. Vu que la voiture a été descendue à mort, on sent bien les bosses. Et c'est clair que sur tout ce qui est de Dan, là, faut se remettre en deux, voire en première. Y aller vraiment hyper cool. Sinon, tout simplement, ça ne passe pas. Donc l'autre modification esthétique, c'est la plaque d'immatriculation à l'avant qui a été déportée pour donner un meilleur look à cette voiture. Normalement, la plaque est en plein milieu de la calandre à l'avant. Ce qui franchement gâche l'avant de la voiture. C'est clair. Et donc là, la plaque a été mise sur le côté, un peu dans un style Alfa Romeo, sauf qu'elle est extrêmement basse. Et vu que la voiture est elle-même rabaissée, ça fait que la plaque a tendance à frotter. Et même la lame avant, elle aussi, a tendance à frotter. Après, en prenant son temps, les suspensions ne sont pas désagréables. C'est juste que ce qui est désagréable, c'est d'entendre que ça frotte en bas, quoi. Au niveau de la maniabilité, c'est clair que vu qu'elle a été rabaissée avec ses suspensions réglables, la sensibilité du volant est un petit peu plus ferme. C'est peut-être un peu plus précis que d'origine. Le gros avantage de la RX, c'est ça, tout le monde vous le dira, même ses détracteurs, c'est son châssis qui est vraiment nickel, répartition des masses 50-50 qui est quasi parfaite, et franchement le châssis, en gros, pour le châssis c'est pas dur. Si vous avez déjà conduit une MX-5, dites-vous que c'est une MX-5 en plus gros, mais au niveau des sensations c'est quasiment pareil. Et c'est clair qu'avec cette reprog là, dès les mi-régimes, ça marche plutôt pas mal. Je dirais que là elle reprend pas mal à partir de 4000, alors que d'habitude c'est plutôt 5000. Alors il n'y a personne derrière, on va tester un peu les freins, donc c'est les freins d'origine, et ça marche, ça marche. Heureusement qu'il y a l'ABS d'ailleurs, parce que là j'ai freiné un tout petit peu fort, et vu que la route est humide, tout de suite ça a commencé à bloquer légèrement. Allez, je sors du rond-point et je réaccélère. Ah, ce son c'est énorme. Alors le bip que vous entendez en fait, c'est un truc d'origine. Sur cette voiture, quand vous commencez à arriver en zone rouge, il y a un bip sonore qui vous rappelle que vous êtes vraiment à fond et qu'il faut que vous changiez de vitesse. Pourquoi ils ont mis ça? Tout simplement parce que le rupteur n'arrive pas de façon aussi violente que sur un moteur à piston classique. Et la puissance est vraiment linéaire, ce qui fait qu'on monte dans les tours sans vraiment s'en apercevoir et on arrive au maximum. Si on n'avait pas ce bip, il y a des fois où on ne s'en apercevrait pas. Et encore une fois, à cause ou grâce à la reprogrammation, normalement, tu bloques le rupteur, il arrive vers les 9000 tours. Là, tu peux vraiment monter jusqu'aux 10 000 tours sur celle-là. Moi, vous le savez, si vous suivez mes tests, je mesure 1,70 m. J'ai pas de difficulté pour m'installer dans cette voiture. Les sièges sont réglables électriquement. Et franchement, ça convient à la plupart des gens. Après, je pense que si on est vraiment très petit, beaucoup plus petit que moi, on peut être gêné parce que le siège ne monte pas vraiment en fait. On a un réglage en avant, on a un réglage du dossier, mais il n'y a pas vraiment de réglage en hauteur. Chose aussi à savoir, donc j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais c'est un vrai coupé 4 places, donc des adultes, même assez grands, peuvent rentrer facilement derrière. C'est bluffant pour ça. Le coffre, lui, est d'une taille tout à fait normale pour ce genre de voiture. Il est ni très petit ni très grand. Son seul défaut, en fait, c'est que les roues là-dessus, c'est du 18 pouces et vous avez ni roue de secours ni galette. D'origine, la voiture était directement proposée avec un kit de secours, en fait, une bombe anti-crevaison. Je ne sais même pas si la galette était en option. Je vais essayer de décrire aussi les particularités de cette version 231 chevaux. Donc la version 231, forcément vous avez un moteur légèrement plus puissant, vous avez une boîte 6 vitesses alors que c'est une boîte 5 vitesses sur la version 192 chevaux. Vous avez les feux avant qui sont xénon alors que c'est des feux halogènes sur la version de base, mais franchement les feux xénon ils éclairent pas mieux que des halogènes. On retrouve aussi la sellerie cuir sur sur toutes les 231 alors que il me semble que c'était en option sur la 192. Le truc vraiment pour reconnaître facilement une 231 quand vous rentrez dedans,
c'est le compteur. Le compteur monte jusqu'à 10 000 tours sur la 231 alors qu'il est gradué jusqu'à 9 000 sur la 192. Malgré le fait qu'on soit avec l'échappement inox Toyo Sport, le son est franchement feutré. Là on parle, on s'entend parfaitement bien, j'entends même la pluie qui tombe sur la voiture. C'est pas un son de malade comme certains pourraient le croire. Et je rappelle aussi que la voiture actuellement est elle aussi décatalysée. Me revient une particularité de cette voiture, vous avez d'origine une sono Bose. Alors ne vous attendez pas à une sono de malade d'origine, c'est du Bose, les enceintes sont Bose, mais Mazda n'est pas allé jusqu'au bout du délire vu que la console centrale qui sert d'autoradio, ça c'est du Mazda, c'est-à-dire que l'autoradio c'est de la daube. Ce qui fait que vous avez des bonnes enceintes reliées à à un autoradio de qualité plus que médiocre, donc vous avez un son médiocre. C'est dommage. Au niveau de tout ce qui est rangement, on peut clairement utiliser cette voiture au quotidien. Vous avez bien sûr des rangements dans les portes avant où vous pouvez mettre votre portefeuille, votre portable, c'est suffisamment grand. Même chose sur les deux portes. On a une boîte à gants tout à fait standard, elle est ni très grande ni très petite. La console centrale, vous avez un espèce de double rangement en fait. C'est en deux parties. Vous avez un premier espace et ensuite vous déverrouillez en fait l'espèce d'accoudoir et vous avez un autre rangement dedans. Et à l'arrière, c'est le même principe. Allez, je sors et j'accélère un bon coup. Là, je suis en deuxième. Je confirme, la reprog laisse monter ce moteur jusqu'à plus de 10 000 tours, alors que normalement à 9 000, 9 500, normalement on arrive au rupteur. Donc c'est un signe qu'elle a vraiment été reprogrammée, il n'y a aucun doute là-dessus. Le point entre guillemets noir, ça va être l'entretien. Parce que beaucoup de gens, y compris les mécanos ou garagistes, refusent tout simplement de faire l'entretien sur ce genre de voiture. Alors qu'il n'y a rien de très très compliqué, je dirais que même c'est peut-être plus simple qu'une voiture normale. Mais malheureusement, quand vous avez un moteur rotatif, il faut que vous gardiez en tête que pour beaucoup, c'est de la sorcellerie, c'est une histoire de religion, certains ne veulent même pas en entendre parler. Donc pour l'entretien, soit vous essayez de trouver un mécano qui connaît bien ce modèle et qui vous fera ça sans problème, soit vous allez chez Mazda et vous risquez de tomber sur des incompétents notoires qui, même dans cette marque-là, ne savent même pas ce qu'est un moteur rotatif en fait. Ah mais de toute façon, sur cette voiture, il y a le fameux rebuild. Ouais, la reconstruction moteur. C'est ça, qui est l'étape obligatoire au bout d'un moment. Le truc en fait, c'est quand on suit le principe du moteur, donc c'est comme je vous l'ai dit un triangle qui tourne dans un ovale, on va dire qu'il y a des joints au bout de chaque face du rotor qui au fur et à mesure forcément s'usent. Globalement, aux alentours de 100 000 km, il est conseillé de prévoir un remplacement de ces joints et donc vu qu'on démonte le moteur pour les changer, on change aussi tout ce qui peut être changé comme pièces d'usure, tout ce qui est joint. Sauf que cette maintenance n'est pas proposée par Mazda en France. Et elle n'a jamais été proposée par Mazda. D'ailleurs, si vous le demandez chez Mazda, ils refuseront complètement de vous le faire. Le seul truc qu'ils vont vous proposer, c'est d'attendre que le moteur claque complètement et ensuite de vous le remplacer par un moteur complètement neuf. Si vous préférez le maintenir en vie et le refaire, vous serez obligé de passer par des garages qui ne sont pas directement affiliés avec Mazda. Il y a eu quand même des problèmes de conception sur cette voiture, mais c'est globalement dû aux normes anti-pollution Euro 3 à l'époque et Euro 4. Et c'est pour ça qu'il y a certains trucs qui paraissent un peu aberrants. Ça marche, mais ça tient pas c'est pas fiable dans le temps, quoi. Donc il y a beaucoup de modifications prévues sur ce véhicule pour vraiment le fiabiliser. Comme tu l'as dit, au niveau de l'allumage, au niveau de l'échappement, et aussi, qu'est-ce qu'il y avait d'autre pour le fiabiliser ? L'installation du système pour mettre de l'huile de temps, le Kitson, sur cette phase 1. Aussi, Mazda, quand ils ont fait le design de cette voiture, ils ont absolument tenu à ce que tout le monde soit au courant que vous rouliez avec un moteur différent, avec un moteur rotatif. Vous retrouvez des rappels à la forme du rotor, c'est-à-dire cette espèce de triangle, absolument partout. On en a sur la lame à l'avant. Le capot moteur qui a cette forme, on retrouve la même chose dans les appuis-têtes. On a le phare, l'anti-brouillard arrière qui a encore cette forme-là.
Le pommeau de levier de vitesse a cette forme. Les découpes dans les roues ont elles aussi une forme de triangle. Et je suis sûr que j'en oublie des dizaines, il y en a absolument partout. Pour conclure sur cette voiture, c'est une RX8 avec tous ses avantages et tous ses inconvénients. Je ne vais pas vous refaire la liste de tout ce qu'on vient de dire dans la vidéo. Sachez juste que c'est une voiture qui est utilisable au quotidien. D'ailleurs, c'est ce que tu m'as dit, c'est ce que tu comptais faire. Mais il faut tout simplement faire ce qu'il faut pour l'utiliser au quotidien. Le passage à l'éthanol, pour moi, c'est quasiment le passage obligé si on veut l'utiliser au quotidien, parce que le tarif du carburant, c'est difficilement gérable quand on l'utilise vraiment tous les jours. Ce moteur, même dans sa configuration de base avec de l'essence 98, en roulant normalement, il fait environ 12-13 litres. En normal, quoi. Si vous roulez fort, vous allez monter au moins à 15 litres, voire plus si vous êtes vraiment en mode « je suis un taré ». Avec l'éthanol, on a tendance à consommer environ 30% de plus, ce qui fait que la consommation normale passe à 15 litres, voire même un peu plus. Donc, avec l'éthanol qui coûte par endroit entre 50 et 60 centimes, c'est tout à fait gérable. Ça ne vous coûte pas plus cher que si vous rouliez avec un véhicule essence qui fait 7 ou 8 litres. Mais si vous faites l'utilisation de ce véhicule au quotidien à 12 litres, à 1,60€ le litre, voilà quoi. Si vous avez les moyens, libre à vous, hein, mais moi je sais que pour moi c'est juste pas possible. Un petit défaut aussi de cette voiture, c'est le réservoir qui n'est pas dimensionné en conséquence par rapport à la consommation de ce véhicule. C'est un réservoir de mémoire qui fait 60 litres, je crois. Et ça, voilà, vous dites que si vous roulez fort, vous arrivez à peu près 20 litres au 100. Donc vous faites moins de 300 km, c'est trop peu. C'est tout bête, à titre d'exemple, hier je suis venu de chez moi, chez moi c'est pas à l'autre bout du monde, hein. J'avais 260 km, je vais devoir faire le plein pour... mais voilà quoi, le réservoir est trop petit. Et puis sinon, hein, c'est une voiture qui a tous les avantages d'une voiture de sport qui est géniale. À conduire, c'est du bonheur. La boîte de vitesse, j'en ai pas parlé, mais en gros, si vous connaissez la boîte de vitesse d'une MX-5, dites-vous que sur une RX-8, c'est un peu le même délire. C'est pas la meilleure boîte de vitesse au monde, mais c'est du très très bon. Et avec la boîte 6 vitesses, il n'y a aucun problème. On peut exploiter le moteur à fond. Il faut juste pas hésiter à changer les vitesses quand c'est nécessaire pour être tout le temps dans la plage où le moteur marche bien. Je vais pas épiloguer plus longtemps concernant cette voiture. Si vous avez des questions concernant cette RX8 qui n'aurait pas été répondues, vous me mettez ça dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce vers le haut. Je rappelle que tous les tests que je réalise sont toujours en collaboration avec mes abonnés, que je remercie encore. Si vous avez une voiture ou une moto ou peu importe le type de véhicule, vous me contactez. Je suis dans la région de Rouen, en Normandie. Forcément, plus vous serez proche de chez moi, plus ce sera facile à organiser. Mais je rappelle que c'est vous qui faites avancer la chaîne. Allez, V à tous et à la prochaine!